Bonjour, nous sommes le mardi 23 septembre. Je vous parle de la bibliothèque astrologique rue de la Providence et je voudrais traiter avec vous de la question euh, des récurrences de certains mythes, de certaines expressions, de certaines configurations des écritures notamment, des écritures saintes. Alors j'ai écouté hier un exposé, un atelier de Maxime Félion à l'Albert Café, euh, oui, à Paris. Et il nous a expliqué de manière assez remarquable euh, que selon lui, l'histoire de Jésus aurait été empruntée en fait au niveau de ses détails, en tout cas au niveau de sa structure. Peut-être pas, ça ne veut pas dire que la réalité n'existe pas, mais elle a été reconstituée en utilisant des structures de récit. Elle aurait été influencée par une autre structure de récit, qui est celle lorsque Judas euh, se débarrasse de son frère Joseph. Judas, bon, fils de Jacob comme Joseph, et dont les frères deviennent un petit peu énervés par la morgue de leur frère Joseph. Et Maxime Félion euh, fait un parallèle entre la vente de Joseph par Judas, pour réduire un peu le processus, dans la Genèse, et la vente de Judas qui est faite aux dépens de Jésus dans les évangiles. Alors je trouve ça assez intéressant. On aurait donc on aurait composé le récit de la fin, enfin le récit du moment où Jésus est trahi en quelque sorte, en s'appuyant sur la trahison de Joseph par ses frères. D'ailleurs, en parenthèse, Jésus est trahi aussi par ses frères, par certains côtés, puisque les Juifs sont les frères de Jésus, en général. Ce qui signifie que l'histoire même de la vente est un motif narratif, peut-être même dans les deux cas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison de penser que le récit de la Genèse soit plus authentique que celui des évangiles. Mais bon, ce qui n'est pas forcément la position de M. Félion, mais on a effectivement une structure narrative qui est récurrente et qui est réutilisée. Il y en a beaucoup d'autres, par exemple la naissance de Moïse, j'en ai parlé dans l'ouvrage que j'ai publié en 1985, Le monde juif et l'astrologie. La naissance de Moïse fait penser à la naissance de Jésus. Mais on a aussi des exemples antérieurs à Moïse, de naissance comme ça, un petit peu spéciale, c'est-à-dire où la naissance est faite dans un climat de menace. Moïse, on doit l'abandonner parce que les premiers-nés d'Israël sont menacés. Jésus aussi, il y a un problème avec le roi Hérode au moment de sa naissance. Donc on a comme ça des images de naissance, des images de mort, des images de trahison qui obéissent à des scénarios. Mais je ne pense pas qu'il faille en tirer des conclusions exorbitantes en fait.
je comprends très bien cette façon de faire. Je comprends très bien que pour combler, c'est d'ailleurs la démarche du roman aussi, pour combler un certain nombre de lacunes historiques, on projette des schémas qui nous paraissent vraisemblables ou qui nous paraissent concevables. Par exemple, je prends toujours l'exemple un peu idiot, si quelqu'un est mort et est retrouvé assassiné, il a bien fallu qu'il y ait un assassin. C'est des espèces d'évidences comme cela. On dit, bon voilà, ou si quelqu'un est né, il a bien fallu qu'il y ait une naissance, il a fallu qu'il y ait un accouchement, il a fallu qu'il y ait une femme. Bon, encore que. Et donc, euh, nous sommes dans une sorte de sociologie historique, en fait. Voilà, il y a des modèles, des modules, des patterns qui sont repris pour explorer des périodes antérieures ou postérieures qui sont lacunaires en quelque sorte, ou qui ne sont pas suffisamment étoffées. Et par conséquent, à ce moment-là, on fait appel à des schémas qui vont être récurrents. Et cette récurrence même a une valeur, a une portée sociologique. C'est vrai que la sociologie, c'est aussi la science des répétitions. C'est le fait de dire, voilà, dans une société humaine, il y a des choses, il y a des constantes. Non, ces constantes peuvent être discutables, mais le principe même de rechercher des constantes et de poser des constantes n'est pas en soi critiquable, n'est pas en soi problématique, d'un point de vue de l'épistémologie, de la sociologie, sinon de la philosophie. Donc, on projette sur des périodes antérieures des schémas que l'on considère comme étant constants, comme étant récurrents, et donc qui valent pour les périodes antérieures. Si on admet par exemple l'astrologie, on peut considérer que si tel phénomène s'est produit sous une certaine configuration, un phénomène comparable, que l'on croit avoir existé ou s'être produit à un autre moment, aurait pu se produire sous la même configuration. C'est le même schéma, ce sont des phénomènes, comme ce sont des patterns qui sont repris pour baliser le passé ou le futur d'ailleurs, ou le futur. D'ailleurs, dans le cas de Jésus, il est clair qu'on s'appuie sur les prophéties d'Isaïe, etc. Enfin, il y a toujours une façon de dire ce qui a été annoncé ou ce qui s'est produit, ou ce qui a été annoncé va se produire, ou ce qui s'est produit va se reproduire, etc. etc. Tout ça, c'est très cyclique. Alors, un autre point qu'a abordé Maxime Félion au Café Albert, au de Charonne, il y a des réunions tous les 15 jours, le premier et le troisième lundi de chaque mois, c'est la question des traductions. C'est-à-dire, par exemple, comment savoir dans quelle langue tel texte a été écrit à l'origine. Mais là aussi, il faut faire attention. Moi-même, en 1993, j'ai fait une communication à Jérusalem au Congrès juif des études mondiales, Congrès mondial des études juives, pardon, sur les traductions d'Abraham ibn Ezra en latin. Et j'ai montré que, en fait, les traductions latines n'avaient pas été nécessairement faites à partir de l'hébreu, mais à partir du roman, à partir de l'ancien français. Or, on sait qu'il y a eu effectivement, au XIIIe siècle, des traductions de l'hébreu vers l'ancien français. Donc, par conséquent, dire que les traductions latines ont été faites à partir de l'hébreu est parfois contestable. Il s'agissait d'un jeu de mots, enfin, ou plutôt d'une erreur de traduction, où le mot qui voulait dire mâle, pour dire masculin, a été traduit par mauvais, c'est-à-dire mâle, le mâle. Or, ce jeu de mots sur le mâle
MA, accent grave, accent circonflexe, LE et mal, MAL, il n'existe qu'en français. Il n'existe pas en hébreu, en aucune façon. Il peut exister en latin aussi, d'ailleurs. Donc, alors, l'exemple que donnait Maxime Félion, de son côté, concernait traduction de les textes de Flavius Joseph. Plutôt, Flavius Joseph parle des Hébreux et il cite une formule qui circulait à l'époque, je pense que c'est la chute de Jérusalem, enfin peu importe, où il y avait un jeu de mots sur le blanc, la pierre et les fils. Je ne me souviens plus exactement du détail. Il y avait trois mots qui étaient articulés et qui faisaient sens dans une certaine langue qui n'était pas le grec, mais qui est bien l'hébreu. En hébreu, Lavan, blanc, Ben, le fils, et Even, la pierre, ça se ressemble énormément. Donc il concluait, Félion concluait en disant, voilà, donc ça montre bien que on parlait bien hébreu à cette époque-là, et non pas grec ou araméen ou autre. C'est intéressant. Cela dit, tu as un petit bémol, c'est que, pas dans ce cas-là en particulier, mais d'une manière générale, il faut faire attention. Par exemple, dans le cas que j'ai donné tout à l'heure, que les traductions latines d'Abraham Nizra ont été faites à partir du roman, il ne faut pas en conclure que Abraham Nizra a écrit directement en roman. Hein. Donc il faut parfois remonter plus haut. Et ça a été fait à partir du roman qui lui-même a été traduit de l'hébreu. Donc il y a toujours, on peut jamais dire que c'est le point initial. On ne peut pas le dire systématiquement. Mais ça renvoie effectivement à tout un débat sur peut-on reconstituer le passé à partir du présent? Peut-on projeter sur le passé des patterns que l'on a observés aujourd'hui? Peut-on faire la genèse d'un texte en faisant apparaître un certain nombre de contresens ou de jeux de mots qui ne se comprennent que dans un certain langage et pas dans un autre? Probablement. On ne peut, parfois, par exemple dans le cas justement de Flavius Joseph, il est possible qu'on n'ait pas d'autres preuves de l'utilisation de l'hébreu que certains points comme cela, qui sont très ténus finalement. Ça montre bien que c'est à partir de ce qui nous est parvenu, aussi ténu cela soit-il, que l'on peut avancer dans la connaissance du passé. Bon, je crois qu'on a fait d'autres remarques de ce genre pour les 70. Il faut aussi se référer à Waknin, qui est un des maîtres de M. Félion. Maintenant, une autre question que pose Maxime Félion, qui n'a peut-être pas directement de rapport avec ce que je suis en train de dire, c'est effectivement les jeux de mots qui seraient liés à des questions numériques, à la gematria. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le fait de rapprocher un mot et un autre ne fait sens que dans une certaine langue, quand on remplace les lettres d'un mot par les lettres d'un autre, et qu'on s'aperçoit que le total des lettres d'un mot X équivaut au total des lettres d'un mot Y. Hein? Il donne l'exemple chez Spinoza, Deus sive natura, et il dit, en hébreu, le mot qui veut dire Dieu a la même valeur numérique, le même total numérique, que le mot qui veut dire nature. Donc là, effectivement, ça voudrait dire que, carrément, c'est le langage, on joue avec les mots. Comme si, effectivement,
Spinoza avait rapproché ces deux mots parce que, en hébreu, on pouvait les rapprocher d'un point de vue guématrique. Ça paraît quand même un peu excessif de dire cela, parce qu'il faudrait quand même aussi, parce que ça veut dire que effectivement, il y aurait une philosophie intrinsèque à l'organisation de la langue, et même à la construction de la langue, et même à l'orthographe de la langue. Ça va très loin. Mais je crois que M. Félion va un peu dans cette direction, qui n'est pas très éloignée, je crois, des travaux des philosophes anglo-saxons comme Russell, comme autrichiens comme Wittgenstein, enfin, qui sont plus étrangers aux Français, qu'on retrouve un peu chez Lacan. C'est-à-dire que notre pensée est considérablement marquée par des enjeux linguistiques, par des considérations linguistiques. Jusqu'où ça peut aller, on se le demande. Il est possible qu'il y ait une sorte de mythologie à ce niveau-là. La poésie serait en quelque sorte une recherche de sens à partir de la forme des mots. Si des mots se terminent de la même manière, ils auraient un rapport entre eux. Il faut chercher, il faut rapprocher, il faut faire rimer. Et on dit ça ne rime à rien, ben voilà, il faut que ça renvoie à autre chose qui ressemble à cela, etc. De la même façon, il y a en français des séries de mots qui ont le même radical et qui n'ont pas le même préfixe, comme j'apprends, je comprends, je viens, je deviens, je parviens, je conviens. Bon, la plupart des locuteurs français ne font absolument pas attention au contenu sémantique qui relie en réseau tous les mots qui se terminent qui ont le radical vient ou venir et qui varie uniquement par la. Alors, les gens sont bien conscients que la conjugaison se greffe sur un même radical. Ils sont bien conscients qu'on peut créer des substantifs à partir d'un verbe. Mais, et même M. Félion n'en est pas forcément conscient, mais ils ne sont pas forcément conscients que les préfixes, eux aussi, forment une sorte de déclinaison à partir du radical. Et il y a une poésie du suffixe, il devrait y avoir aussi une poésie du préfixe. C'est-à-dire qu'on devrait commencer les rimes, devraient être des rimes du début et non pas de la fin du vers. Je viens, je proviens, je reviens, j'adviens, etc. Ce serait une autre forme de poésie qui ne serait pas inintéressante. Et qui serait fondée sur, pas forcément le même radical, mais en tout cas le même préfixe. Faire des poèmes où chaque vers commencerait par un même préfixe, par le re, par le comme, par le de, etc. etc. Ça me paraîtrait plus pertinent, sauf dans le cas des conjugaisons et des déclinaisons, qui ne nous apportent pas grand-chose, hein, parce qu'à part les déclinaisons et les déclinaisons, à part le temps, à part le genre, à part le nombre, on en a très vite fait le tour. Par contre, au niveau des préfixes et de la diversité et de la récurrence de certains préfixes par rapport à un radical, là il y a un champ morphosémantique beaucoup plus riche à explorer. Beaucoup plus riche à explorer. Et là, je crois qu'on a vraiment quelque chose à faire. Hein. Il est clair qu'on peut philosopher sur une série de préfixes adjoints à un même radical, comme par exemple venir avec toutes sortes de préfixes, prendre avec toutes sortes de préfixes, etc. Et là, il y aurait quelque chose à faire, peut-être même tout simplement de rapprocher des mots qui commencent par le même préfixe, tout simplement. Maintenant, dans le cas de Spinoza, c'est vrai que on peut quand même se demander si
s'il est pertinent de croire que on tient compte des valeurs numériques des lettres. Ce qui nous renvoie d'ailleurs, entre parenthèses, et je terminerai là-dessus, à la structure de l'alphabet hébraïque. Vous savez que cet alphabet hébraïque, son ordre, il se retrouve dans l'alphabet grec. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est alpha, bêta, gamma, delta, etc. On sait aussi qu'il y a un lien entre les lettres et les chiffres. Les nombres, les chiffres romains, par exemple, sont tous des lettres issues de l'alphabet latin. J'ai montré aussi dans mon ouvrage Mathématiques divinatoires, paru en 1983, que probablement la forme des chiffres arabes était issue d'un alphabet, et qui pourrait être un alphabet qu'on trouve dans l'alphabet hébraïque, bon, la cursive hébraïque. Donc il y a un lien entre les lettres et les chiffres. Il y a un lien formel, un lien de forme. Donc je dis que les chiffres arabes ou indiens, non, le concept de chiffre lui-même peut être étranger à l'hébreu, mais la forme qui s'est imposée est une forme qui dérive des lettres hébraïques. De 5 lettres hébraïques. Je ne me souviens plus tout à fait. Il y a le Tsadé, il y a le Dalet, notamment. Le Tsadé, qui correspond au 3, on est en cursive hébraïque, et qui, si on rajoute un petit segment, devient le 9. Le Dalet, qui correspond au 2, si on rajoute un petit segment, il devient le 4. Le Vav, qui correspond au 6, si on rajoute un petit segment, il devient le Zain, le 7, etc. Bon, je vous signale cette recherche que j'ai faite. C'est paru aux éditions Très Daniel en 1983, et on peut trouver en tout cas à la Bibliothèque nationale, si on le cherche. Avec une préface de Jean-Charles Pichon. Voilà, donc voilà où nous entraînent les réflexions de M. Maxime Félion. On peut ainsi explorer le passé avec les traces qui nous sont parvenues. C'est toujours la question de la carte et du territoire, chère à la sémantique générale.